Je m'appelle Clémentine. J'ai 36 ans, je suis la mère d'une fille de 8 ans, et la fondatrice de l'Amora, un système de surveillance post-opératoire des patients actuellement utilisé dans plus de 40 hôpitaux en France. Mais ce jour-là, alors que j'entrais dans la grande salle de mariage de ma sœur cadette après 12 ans d'absence totale de la famille, personne ne m'a reconnue. Ils me regardaient comme si j'étais une invitée de marque, pas la fille aînée qui avait été chassée de la maison avec rien d'autre qu'une valise, avec les mots « si tu n'es pas prête à faire des sacrifices, ne reviens pas ». Et quand le maître de cérémonie a pris le micro pour me présenter, tout a explosé en quelques secondes. Avez-vous déjà été traité comme si vous n'existiez pas par votre propre famille? Êtes-vous entré dans un endroit appelé « chez vous » et avez-vous réalisé que personne ne se souvenait même de votre nom? Si vous savez ce que ça fait, laissez un commentaire, aimez, abonnez-vous à cette chaîne, car l'histoire que je m'apprête à raconter est une histoire qu'aucun d'entre eux n'a jamais osé affronter à nouveau. Je me souviens encore du jour où je me tenais au milieu de notre salon, des sueurs froides coulant dans mon dos, serrant la lettre d'acceptation de l'école polytechnique, la seule école qui m'avait offert une bourse complète après avoir passé 3 mois à rédiger et à peaufiner ma proposition de logiciel de surveillance des patients. Ma mère était assise à la table de la cuisine, remuant lentement son café, les yeux fixés sur mon père. Il se tenait près de la fenêtre, le dos tourné vers moi, et sa voix était froide comme la glace. « Tu sais que cette famille compte sur toi, n'est-ce pas ?» dit-il sans se retourner. « La pharmacie manque de personnel. Ta mère ne peut pas gérer seule la saison de la grippe et toi, tu t'enfuis encore. » Je me suis rapprochée, posant la lettre d'acceptation sur la table. Je ne m'enfuis pas. C'est une vraie chance. L'une des meilleures écoles du pays. Je peux développer le logiciel de santé dont je t'ai parlé l'année dernière. Maman m'a coupé. Logiciel? Ne te moque pas, Clémentine. Nous gérons une pharmacie, pas une entreprise de technologie. Tu pourrais aider, pas courir après des fantasmes. Je ne vous abandonne pas, mais je ne m'abandonnerai pas non plus, ai-je dit, essayant de maîtriser ma voix. Je peux étudier et revenir aider. Papa s'est retourné, son visage rouge, les yeux assez perçants pour me transpercer. Si tu montes dans cet avion, ne reviens jamais. Je me suis tue. Pas de larmes, pas de cris, juste le son de quelque chose qui se brisait doucement à l'intérieur. J'ai regardé maman, espérant une lueur de sympathie, un signe d'acquiescement. Mais elle s'est contentée de regarder sa cuillère à café. Nous avons tout investi en toi, a-t-elle murmuré. Tu es égoïste, Clémentine. Ta sœur a besoin d'aller à l'école. Elle n'a pas de bourse. Tu peux t'en sortir seule. Tu es la grande sœur. Tu dois céder le pas. Que voulez-vous dire, ai-je demandé. Papa a sorti une feuille de papier d'un tiroir et l'a jetée sur la table. Tes fonds d'études ont été transférés à Manon. Elle commence un programme de pharmacie cette année. Au moins, elle comprend la famille. J'ai regardé, choquée. Cet argent venait de mes grands-parents. J'étais première de ma classe depuis le primaire. Je ne vous avais jamais demandé un seul euro. Et maintenant, ne fais pas la victime, a claqué maman, sa voix plus froide que l'air. Si tu ne veux pas aider, pars, mais ne reviens pas en pleurant. Personne ne m'a dit au revoir le lendemain matin. J'ai rangé mes affaires dans une vieille valise verte, les jeté sur mon épaule, et marché près de 3 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus, et pris un bus pour l'aéroport. J'avais une paire de vieilles baskets usées, un vieil ordinateur portable que j'avais acheté en vendant la plupart de mes fournitures d'art, et une seule chose restait intacte, la foi que si je continuais à avancer, quelque chose m'attendrait au bout du chemin. Mais Paris ne fait pas de place aux faibles. J'ai dormi sur le canapé d'un ami d'un forum technologique pendant les 3 premiers mois. Je travaillais le matin dans un café à Montmartre, j'allais en cours vers midi, puis je prenais un poste de réceptionniste dans une petite clinique le soir. Je mangeais des nouilles instantanées si souvent que l'odeur de l'eau bouillante me donnait la nausée. Une fois, je me suis effondrée d'épuisement à la bibliothèque et me suis réveillée alors qu'un agent de sécurité me secouait l'épaule. J'ai envoyé un email à ma mère, juste 2 lignes, je suis vivante. Je suis toujours à l'école. Aucune réponse. Pendant ce temps, j'ai appris quelque chose de douloureux, personne n'est venu me chercher. Pas de SMS, pas d'appel.
Personne n'a demandé si j'étais vivante. De vieux amis chuchotaient, j'ai entendu dire que Clémentine avait abandonné, qu'elle était partie à la mer à cause de la dépression. J'ai vérifié le Facebook de Manon et j'ai vu son fils se baigner à la plage, elle se taguant dans des restaurants chics, utilisant la carte de crédit à mon nom que je n'avais jamais eu la chance d'annuler. J'ai réalisé qu'il ne voulait pas seulement que je parte, il voulait m'effacer. Assise dans une petite chambre louée, volant le Wi-Fi du voisin, j'ai construit une nouvelle identité en ligne, changé tous mes mots de passe, et je me suis promis de ne plus jamais rien leur demander. J'ai commencé à coder les premières lignes du logiciel de suivi de la récupération des patients. Chaque frappe était un rappel, personne n'est derrière moi. Il n'y a que moi et la route devant. Je me suis appris à demander des micro-subventions d'investissement, j'ai présenté des idées à des concours de start-up communautaires, j'ai été rejeté plus de 20 fois. Mais ensuite, lors d'un petit événement de technologie médicale à Saint-Denis, j'ai rencontré Thomas, un jeune interne qui me regardait présenter avec des diapositives dessinées à la main. Il n'a pas ri comme les autres. Il a demandé, « Avez-vous un modèle fonctionnel ?» Quand j'ai dit que tout était sur papier, il a dit, « J'ai une aile d'hôpital. Si vous avez besoin de données réelles, je trouverai une solution. » Et il l'a fait. Nous avons commencé à travailler ensemble. Personne ne s'attendait à ce qu'un jeune médecin et une femme sans diplôme médical conçoivent le premier prototype fonctionnel de suivi post-opératoire des patients utilisés par 2 petits hôpitaux. Mais ça a marché. Ça a sauvé des vies. Ça a attiré des financements. 3 ans plus tard, l'Amora était officiellement agréée. 5 ans plus tard, je suis devenue la plus jeune PDG de moins de 30 ans à remporter le prix de l'innovation en santé du Nord-Est. Et exactement 12 ans après avoir été chassée de chez moi, j'ai reçu une invitation de mariage. Livrée en main propre. Pas de nom sur l'enveloppe, juste une ligne, vous êtes cordialement invité au mariage de Manon Dubois. J'ai failli la déchirer, mais Clémence, ma fille, a aperçu l'enveloppe et a demandé, « Tu as une sœur, maman ? Comment ça se fait que je ne l'ai jamais rencontrée ?» Je n'ai pas répondu, mais quelque chose s'est agité en moi. Pas de rage, pas d'amertume, mais un besoin silencieux de fermer une porte pour que Clémence comprenne que sa mère avait été un jour laissée pour compte. Mais elle n'est pas tombée. Elle s'est relevée. Elle a construit. Et maintenant, elle pouvait faire face à celle qui l'avait poussée de cette falaise sans trembler. J'ai cru un jour que je ne raconterais plus jamais cette histoire. Ces mois sombres où j'ai vraiment cru que personne ne se souvenait de mon existence. Mais c'est peut-être précisément pour cela qu'elle doit être racontée. Parce que lorsqu'une femme est forcée de partir de zéro, la seule chose qui lui reste n'est pas la confiance en les autres, mais la volonté de survivre heure après heure, souffle après souffle, dans un silence absolu. J'ai loué une vieille Renault Clio argentée à un type de ma classe de technologie du soir. Nous nous étions mis d'accord sur des paiements hebdomadaires tant que je gardais le réservoir plein. Cette voiture est devenue ma maison pendant près de 9 mois. J'ai rabattu le siège arrière, étalé une fine couverture, utilisé mon sac à dos comme oreiller et un vieux manuel comme accoudoir. Les nuits froides, je faisais tourner le moteur quelques minutes, la main prête sur l'interrupteur de la fenêtre pour essuyer la buée. Les nuits bruyantes, je mettais des écouteurs et diffusais de faux sons d'océan sur mon vieux téléphone. Le jour, je travaillais le matin dans un café de la rue de Rivoli de 5h à 11h. Je mangeais un sandwich sur le pouce. Puis je faisais un travail de réceptionniste dans un service d'urgence privé près de Saint-Denis de midi à 20h. Après cela, je prenais le métro jusqu'à Vitry-sur-Seine pour faire un court service de nuit dans un centre d'appel d'assurance maladie de 21h30 à minuit. Je suivais des cours en ligne le week-end et pendant de courtes pauses, souvent en me cachant dans les toilettes de l'hôpital ou en étant assise seule dans une salle du personnel sombre. Je portais toujours un cahier usé, non par nostalgie, mais parce qu'il contenait mes modèles de systèmes dessinés à la main pour le suivi du flux des patients. Je documentais tout ce que je remarquais dans les urgences, des temps d'attente trop longs, des erreurs dans les dossiers, des infirmières oubliant de mettre à jour les constantes vitales. Je ne les blâmais pas. Je voyais simplement clairement, le système était défaillant et les gens se noyaient dans le rush. Une nuit, alors que j'étais à l'accueil en train de feuilleter mes croquis, une voix calme mais assertive m'a interrompu. Qui a dessiné ce modèle de transfert ? J'ai levé les yeux. Un jeune homme en blouse blanche,
le visage fatigué, mais les yeux brillants de clarté, se tenait là, pointant le diagramme que j'avais griffonné dans les marges. Ce goulot d'étranglement ici. Pourquoi avez-vous placé le concentrateur de données entre les deux zones d'examen? J'ai hésité. Parce que les données sur le flux des patients montrent que le plus grand retard vient des infirmières qui doivent remplir des formulaires papier. Si les données en temps réel pouvaient être synchronisées entre les zones, elles n'auraient plus besoin de traverser le couloir. J'ai juste observé. Il m'a regardé pendant quelques secondes, puis un léger sourire a traversé son visage. Je suis Thomas, médecin interne. Je pense que nous devons en parler davantage. Nous avons commencé à nous rencontrer pendant de rares pauses. Il posait des questions auxquelles je répondais. Il apportait des documents que j'analysais. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui prenait de légers croquis au crayon aussi au sérieux. Et personne ne m'avait jamais apporté de café à 2 heures du matin en disant « Je pense que vous construisez quelque chose dont les hôpitaux ont réellement besoin ». Je ne lui ai pas fait confiance tout de suite. Comment aurais-je pu? Mais après avoir été chassé d'un parking pour avoir dormi dans ma voiture, Thomas m'a envoyé un message « Reste chez moi quelques jours ». Le canapé est long, juste entre amis. Nous sommes restés dans son petit appartement pendant près de 6 mois. Il m'a laissé utiliser son imprimante pour imprimer des ébauches de conception. Je lui ai appris à utiliser Excel et AutoCAD pour construire le prototype. Lentement, entre les tasses de café tardives et les petites séances de brainstorming, l'idée de l'Amora est née. Nous l'avons appelée l'Amora parce que je lui avais dit un jour, si les patients savent qu'ils sont surveillés la nuit, ils dormiront mieux. L'Amora était la lumière dans l'obscurité. Elle a commencé comme une simple application pour mesurer la fréquence cardiaque et déclencher des alertes en cas d'anomalie. Ensuite, nous avons développé un algorithme pour détecter les complications post-opératoires potentielles en utilisant des données en temps réel. Nous l'avons testé dans 3 cliniques privées, puis nous l'avons étendu à 2 hôpitaux régionaux. Personne n'aurait pensé que 2 jeunes inexpérimentés pourraient convaincre un conseil d'administration d'hôpital, mais personne ne savait parler en termes médicaux. Je savais comment étayer notre travail avec des chiffres. Nous n'étions pas doués pour le réseautage, mais nous travaillions jusqu'à 2 heures du matin tous les jours. Et surtout, nous n'avions pas peur de nous tromper. Je me souviens encore de notre première rencontre avec des investisseurs. L'un d'eux a demandé « Où avez-vous étudié ?» J'ai répondu « J'ai commencé dans un collège communautaire de Seine-Saint-Denis, j'ai suivi des cours du soir, mais j'ai cumulé plus de 3000 heures de travail de terrain direct dans des services d'urgence, et nos données d'essai montrent que mon système réduit les taux de réadmission à 30 jours de 27%. Quelle autre école voudriez-vous que je fréquente ? Ils ont ri, puis ils ont investi. Au cours de notre 3e année, l'Amora a reçu l'approbation de l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, en tant que plateforme de surveillance des patients de niveau 2. La 4e année, un grand hôpital de Toulouse l'a expérimenté dans toute son aile de soins post-opératoires. La 5e année, nous avons été honorés à la Conférence nationale de la santé. Thomas m'a demandé en mariage avec une simple bague en argent et ces mots « Épouse-moi pour que j'ai enfin une excuse légale pour me disputer avec toi sur le budget ». La 7e année, l'Amora était présente dans plus de 40 hôpitaux en France. J'ai refusé une offre de poste de directrice de la technologie dans une grande entreprise médicale. J'étais allé trop loin pour redevenir un rouage de l'ancien système. Je voulais construire quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose que j'avais un jour souhaité que mes parents croient. J'avais un bureau spacieux surplombant la Seine. Une équipe d'ingénieurs qui m'appelait patronne. Une fille de 8 ans qui racontait fièrement aux gens que sa maman répare des machines qui sauvent des vies. Et un homme bon qui posait toujours une main sur mon épaule chaque fois que je me sentais incertaine. Exactement comme la première fois que j'étais entrée dans son petit appartement, tenant un paquet de ramen sec et des yeux qui n'osaient pas croire en l'avenir. J'étais arrivée jusqu'ici. Non pas parce que quelqu'un m'avait soutenue, mais parce que je n'avais pas arrêté quand tout le monde m'avait tourné le dos. Ce à quoi je ne m'attendais pas, cependant, c'est que juste au moment où tout semblait enfin réglé, je recevrais une invitation de mariage de la personne même qui avait un jour utilisé mon nom pour gravir les échelons du succès. Et je n'y allais pas avec la peur. J'y allais avec un silence plus lourd que n'importe quelle salve d'applaudissements.
J'ai reçu la lettre un matin de printemps, assise à mon bureau dans ma salle de lecture, finalisant les dernières retouches de mise en forme d'un rapport pour un partenaire en Californie. La lumière du soleil filtrait à travers la grande fenêtre, se reflétant sur le verre transparent et remplissant la pièce d'une douce lueur. Tout était paisible, ordonné et ponctuel, comme la vie que j'avais construite brique par brique, jusqu'à ce que Sophie, mon assistante, entre avec une pile de nouveaux courriers. J'ai feuilleté les enveloppes habituelles. Publicité de conférences, invitation à des discours, quelques contrats, mais une enveloppe se distinguait. Ivoire pâle, papier légèrement texturé, et une écriture penchée soignée comme si quelqu'un avait pris grand soin. Pas de logo, pas d'adresse d'expéditeur, juste une ligne, vous êtes cordialement invité au mariage de Manon Dubois. Je me suis arrêtée. Mon cœur a fait un bond. Pas de nom d'invité. Non. La famille Dubois vous invite chaleureusement. Pas une seule ligne qui reconnaissait qui j'étais. Mais l'adresse était correcte. Ma résidence privée, clairement aucune erreur. Celui qui l'avait envoyé savait exactement qui j'étais et où je vivais. Et il ne l'avait pas envoyé parce qu'il voulait vraiment que je sois là. Il l'avait envoyé pour me rappeler qu'ils avaient toujours accès à ce que je pensais être du passé. J'ai mis la lettre de côté, ne l'ai pas touchée de la journée, mais dans mon esprit, elle tournait en boucle comme une horloge qui sonne dans une pièce autrement silencieuse. Mariage de Manon Dubois. Aucune mention de moi, aucune reconnaissance. Ce soir-là, alors que je préparais du thé dans la cuisine, Clémence, ma fille, accourut en tenant l'invitation de mariage. Elle rayonnait, ses cheveux blonds bouclés rebondissant alors qu'elle agitait l'enveloppe. « Maman, tu as du courrier ? Qui est Manon ? Je crois que j'ai déjà entendu ce nom. » J'ai figé. J'aurais dû mettre la carte quelque part de plus sûr, mais il était trop tard. J'ai versé le thé et me suis assise, essayant de sourire. C'est quelqu'un que je connaissais. Clémence a légèrement froncé les sourcils, puis comme si un souvenir avait déclenché quelque chose, elle a demandé doucement, « Tu avais une sœur ?» J'ai marqué une pause. La question était légère comme un souffle, mais elle portait le poids de tout un chapitre caché. J'ai regardé les yeux de ma fille, brillants, stables, les mêmes yeux que j'avais protégés pendant 8 ans de chaque ombre que j'avais vécue. J'ai hoché la tête. Oui, j'en avais une. Clémence a incliné la tête, traçant des cercles sur la table avec son doigt. Comment ça se fait que je ne l'ai jamais rencontrée ? J'ai hésité, cherchant les bons mots pour expliquer sans la blesser. Parce que certaines personnes, nous ne pouvons pas les garder dans nos vies, même si elles faisaient autrefois partie de la famille. Elle est restée silencieuse comme si elle réfléchissait, puis a dit doucement, « Mais si elle t'a invité à son mariage, peut-être qu'elle se souvient encore de toi. » J'ai souri faiblement, mais à l'intérieur, quelque chose s'est serré. Pas exactement, ma chérie. Parfois, les gens envoient des invitations non pas parce qu'ils veulent te voir, mais parce qu'ils veulent que tu vois quelque chose. Clémence a posé sa petite main sur la mienne. Si c'était moi, je voudrais te revoir. Peu importe la distance que tu as parcourue. Je me suis détournée, faisant semblant de vérifier l'évier, mais mes yeux avaient commencé à se brouiller. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai repris la lettre, et je l'ai ouverte avec précaution. L'invitation était imprimée sur du papier épais décoré de blanc et de vert tendre avec une couronne de laurier encerclant les noms Manon Dubois. Aucune mention de famille. Aucun signe que j'en faisais partie. Mais le détail qui m'a le plus frappé était la ligne manuscrite dans le coin inférieur, à ceux qui furent autrefois une partie importante. J'ai fixé cette ligne comme si je pouvais décoller le papier et voir la véritable intention en dessous. Était-ce Manon ? Ma mère ? Quelqu'un d'autre qui m'avait coupé à la racine ? J'ai fermé les yeux et à ce moment-là, je me suis vue à 19 ans, debout sous la pluie d'où, ma chemise collée à mon dos, traînant une valise usée. Personne pour me dire au revoir, personne pour me rappeler. Juste le bruit d'une porte qui claque derrière moi, froid et définitif. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé vers la chambre de Clémence. Elle était recroquevillée sous sa couverture, ses cheveux étalés sur son front. Je suis entrée, j'ai tiré la couverture sur ses épaules, l'ai embrassée doucement, et je suis retournée à mon bureau. J'ai pris un stylo et j'ai griffonné quelques lignes dans le coin de l'invitation.
je viendrai, non pas à cause de l'invitation, mais à cause des mots qui n'ont jamais été prononcés. Le lendemain matin, j'ai dit à Sophie, annule mon intervention à Lyon le week-end prochain. J'ai une affaire personnelle. Réserve un vol pour Nice. Elle a levé les yeux, surprise. Ce voyage est important? J'ai souri. Important pour le passé. Sophie a acquiescé sans demander plus. Après toutes ces années passées à travailler à mes côtés, elle savait que je ne faisais jamais rien sans raison. J'ai choisi une simple robe noire, élégante, discrète, mais suffisante pour tenir ma place dans une pièce pleine d'étrangers. J'ai emmené Clémence et Thomas avec moi, non pas pour afficher le bonheur, mais parce que je voulais que ma fille sache que même si tu as été rejetée, tu peux toujours construire quelque chose d'entier à partir des ruines. 3 jours plus tard, nous avons atterri à l'aéroport de Nice. La ville conservait toujours ce charme intemporel que j'admirais enfant dans les livres de géographie, mais je n'étais pas d'humeur à apprécier le paysage. La voiture s'est arrêtée au grand hôtel du Cap Ferrat, le lieu du mariage, juste au coucher du soleil. Une lumière orange ardente se reflétait sur les hautes fenêtres en verre, projetant les silhouettes de nous 3 alors que nous sortions du SUV noir. J'ai levé les yeux vers les marches en pierre menant au hall principal, où je savais que je ferais face à des visages qui avaient un jour fait semblant que je n'existais pas. Mais derrière moi se tenaient Thomas et Clémence. Et dans ma main, il y avait une promesse que je m'étais faite. Je n'étais pas venue pour être reconnue. Je suis venue pour clore un chapitre, non pas avec colère, non pas avec des larmes, mais avec la présence tranquille de quelqu'un qui n'avait plus besoin d'être effacé. La salle de bal du grand hôtel du Cap Ferrat était tout ce à quoi je m'attendais. Grande, luxueuse, et totalement inconnue. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond, projetant une lumière scintillante comme des étoiles brisées. Une douce mélodie de piano emplissait la pièce. Le tapis était si épais qu'il étouffait chaque pas. J'ai marché avec Thomas et Clémence. Sa petite main serrait la mienne, sentant la tension qui rampait dans chaque centimètre de mon corps. C'est juste une fête, maman, murmura Clémence, levant les yeux vers moi. L'anniversaire d'Emma avait plus de monde que ça. Je me suis penchée, l'ai embrassée sur le front, et j'ai souri. Oui, juste une fête. Puis nous avons franchi les grandes portes vitrées pour entrer dans le hall principal. L'énergie a changé instantanément. Les conversations se sont arrêtées. Les têtes se sont tournées. Les regards curieux se sont rapidement aiguisés. Quelques yeux ont cligné de surprise. Des coups d'œil rapides. De petits hochements de tête comme pour confirmer ce qu'ils voyaient. Je n'étais pas habillée pour impressionner. Juste une robe en soie noire minimaliste avec un décolleté en V subtil épousant parfaitement ma silhouette. Je n'avais pas besoin de me démarquer. Ma seule présence, la réapparition de quelqu'un que l'on croyait disparu depuis longtemps, suffisait à agiter la pièce. Un homme plus âgé aux cheveux argentés s'est approché du maître de cérémonie et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Le maître de cérémonie nous a jeté un coup d'œil, visiblement perplexe, puis a hoché la tête. Je savais exactement ce qui allait se passer. « Mesdames et messieurs » a-t-il dit dans le microphone, sa voix douce et professionnelle. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir une invitée très spéciale, la PDG de l'Amora Santé, Dr Clémentine Dubois. Je n'ai pas parlé. Je me suis simplement tenue droite, les yeux fixés sur la scène centrale où Manon se tenait à côté du marié, Antoine. Manon s'est retournée juste au moment où le projecteur a éclairé mon visage. Elle s'est figée. La flûte de champagne dans sa main a tremblé. J'ai vu ses doigts trembler. Antoine s'est tourné pour regarder sa mariée, puis moi, les yeux plissés de suspicion. Mes parents, assis à quelques tables de là, ont visiblement changé de position. Ma mère s'est penchée, chuchotant quelque chose d'un ton sec à mon père. Il s'est redressé immédiatement, ses yeux durcissant comme quelqu'un sorti d'un rêve. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un groupe de 3 personnes en uniforme d'hôpital s'est approché de moi. L'une d'elles, une brune aux cheveux attachés en chignon, a rayonné. « Désolée d'interrompre » a-t-elle dit, les yeux illuminés. « Êtes-vous le docteur Dubois ? J'ai assisté à votre conférence à la Conférence nationale de la santé à Paris l'année dernière. Elle est incroyable » a-t-elle dit à l'homme à côté d'elle. Nous utilisons toujours ces citations dans notre formation du personnel.
L'homme a hoché la tête avec enthousiasme. La Mora nous a aidé à réduire les complications post-opératoires de près de 30%. Notre hôpital est en train de négocier pour intégrer le système le trimestre prochain. J'ai souri et leur ai serré la main. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci de faire confiance à notre plateforme. Une réponse simple, mais suffisante pour frapper Manon comme un coup de poing à l'estomac. Puis une voix de la table de banquet gauche a retenti, claire et inévitable. Attendez, Manon. Un homme plus âgé en costume gris s'est tourné vers elle, plissant les yeux. Votre sœur est Clémentine Dubois? Je me souviens qu'elle a donné cette conférence exceptionnelle à la conférence de Marseille sur l'analyse des données médicales. Manon a cligné des yeux, prise dans les projecteurs. Oui, c'est ma sœur. Nous ne sommes pas vraiment restés en contact. Ça fait un moment. Elle a essayé de sourire, mais sa voix a tremblé. C'est dommage. La famille, vous savez. Vous auriez dû le mentionner plus tôt. C'est une personnalité dans notre domaine. Quelqu'un d'autre a ajouté. Ma mère s'est précipitée, sa voix aiguë comme un sifflement. Tu dois contrôler ça, Manon. Ne la laisse pas te voler la vedette. Je n'ai rien fait, maman, a répondu Manon, visiblement désemparée. Je ne me suis pas dirigée vers eux. Je suis restée immobile au centre de la salle de bal avec Thomas et Clémence à mes côtés. Ma fille tenait toujours ma main, mais ses yeux étaient fixés sur la scène où la mariée, ma sœur jamais mentionnée, était maintenant au centre d'une tempête grandissante de questions sans réponse. Antoine, le marié, a senti que quelque chose n'allait pas. Il s'est penché vers Manon et a chuchoté, « Tu ne m'as jamais dit que tu avais une sœur. » Je pensais qu'elle était partie. Manon s'est mordu la lèvre. Je pouvais voir l'éclat dans ses yeux, la panique s'insinuer dans chaque clignement, chaque mouvement raide. Ne t'inquiète pas. Ce n'est rien, juste le passé, a-t-elle bafouillé. Mais personne ne croyait plus ça. Un autre homme s'est approché de moi. Je suis le directeur adjoint de l'hôpital universitaire de Lyon. Êtes-vous vraiment la PDG de la Mora? Nous examinons votre système pour un projet pilote dans notre service de chirurgie hospitalière. C'est exact, ai-je dit, les yeux toujours sur Manon. J'ai cofondé et je dirige actuellement toutes les équipes de développement. Nous serions honorés de collaborer. Ma mère a presque tiré Manon d'un pas en arrière. Ne la laisse pas te pousser hors des feux de la rampe. Tu es la mariée, tu te souviens? Non, La voix de Manon s'est brisée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Elle n'était jamais douée pour garder son calme quand les choses lui échappaient. Des murmures ont parcouru la pièce comme des vagues frappant un rivage. Ce sont des sœurs. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Qu'est-il arrivé à leur famille? Je n'avais pas besoin de parler. La vérité avait déjà commencé à glisser à travers les fissures de l'illusion qu'ils avaient construite pendant 12 ans. Je n'avais pas à expliquer. Mon silence les a forcés à faire face à ce qu'ils ne pouvaient nier. J'ai regardé Thomas, toujours debout à mes côtés, son regard calme mais ferme. Il n'avait pas besoin de parler. Il savait que ce n'était pas juste une autre soirée. C'était le moment où je me suis retrouvée. Non pas avec des mots, non pas avec de la rage, mais avec la présence stable d'une femme qui avait appris à exister sans l'approbation de sa famille. Et Manon, ma sœur, se tenait là, entourée de fleurs de mariage et de douces lumières dorées, commençant à réaliser que ce jour n'était plus le sien seul. Je n'ai pas eu besoin de m'approcher pour entendre ce qui se passait entre Manon et Antoine. Leur langage corporel disait tout. La main d'Antoine s'éloignant légèrement de son dos. Son regard se durcissant, chaque mouvement plus froid, plus méfiant. Les clignements d'yeux de Manon s'accélérant, sa voix clairement tremblante, ses réponses précipitées et tendues. Il se tenait à quelques mètres de moi, à côté du gâteau de mariage élaboré. Les couronnes florales blanches et les bougies parfumées ne pouvaient masquer la tension pulsant comme un fil électrique sous tension. Tu m'as dit que ta sœur avait abandonné en première année, qu'elle s'était perdue et avait disparu, a dit Antoine doucement mais fermement, chaque mot comme un clou. Que tu étais celle qui portait l'héritage familial. Manon s'est mordu la lèvre. Je n'ai juste pas pensé qu'elle viendrait réellement. Tu n'as pas pensé qu'elle se montrerait? Alors si elle ne l'avait pas fait,
ton mensonge serait resté en sécurité pour toujours. Je me suis tournée vers Clémence et me suis penchée. Tu veux sortir prendre l'air? Clémence a hoché la tête. Je veux voir le lac derrière le jardin. J'ai doucement pris sa main et l'ai conduite par la porte latérale, mais je suis restée assez proche pour entendre la voix d'Antoine s'élever derrière moi. Tu m'as dit que tu avais étudié à l'université de Bordeaux, mais c'est ta sœur qui a les qualifications. Tu n'as même pas pu répondre à des questions médicales de base. Tu as prétendu diriger la clinique, mais personne dans la communauté de la santé n'a entendu ton nom. Alors, qu'est-ce que tu as fait exactement, Manon? La voix de Manon a commencé à se briser. J'ai juste fait ce que mes parents m'ont dit. Je ne pensais pas que tu te souciais des diplômes. J'avais peur que si je disais la vérité, tu ne m'épouserais pas. Antoine l'a coupé froidement. Tu as menti dès la base. Alors, quelle partie de cette relation est réelle? J'ai marqué une pause avant de sortir complètement. Je pouvais voir ma mère à une courte distance, les mains serrées. Mon père s'est détourné, sortant son téléphone comme s'il cherchait un moyen de s'échapper du moment. Et Manon, ma sœur, la mariée de la soirée, se tenait seule, interrogée par son propre marié devant les personnes même qu'il avait autrefois considérées comme la fille d'or de la famille Dubois. J'ai entendu le doux cliquetis d'un verre de vin posé, puis le grincement d'une chaise. Je te demande une dernière fois, a dit Antoine, sa voix basse mais tranchante. Ton diplôme? Est-il réel? Manon est restée silencieuse quelques secondes, puis a baissé la tête. Non, je ne suis jamais allée à l'université. La pièce est devenue d'un silence glaçant. Même la musique du groupe live a semblé trébucher pendant un battement. Antoine a reculé d'un demi-pas, alors pourquoi inventer tout ça? Parce que j'ai dû prendre le relais, a lâché Manon. Ils m'ont dit que j'étais le remplacement de Clémentine. Quand elle est partie, ils ne voulaient pas perdre la face. Ils ont dit que tant que je suivrais le scénario, tout se passerait bien. Maman a dit que j'étais plus facile à contrôler qu'elle. Je suis restée immobile, un frisson me parcourant l'échine. Non pas parce que j'étais choquée, mais parce que Manon avait enfin dit à haute voix ce que j'avais longtemps craint être vrai. J'ai soulevé Clémence sur un banc en pierre près du lac et j'ai doucement essuyé la poussière du siège. Peux-tu m'attendre ici un petit instant, maman revient tout de suite. Clémence a hoché la tête. Tu es triste, maman? J'ai regardé ses yeux clairs, mon cœur s'attendrissant. Non, ma chérie. Je me sens juste plus légère. Je suis retournée dans la salle de réception juste au moment où Antoine s'éloignait de Manon. Il n'a regardé personne, s'est contenté de traverser tranquillement la salle de banquet et de sortir par les portes principales. Manon est restée immobile, sans le poursuivre, les bras ballant le long de son corps, le blanc de sa robe de mariée contrastant fortement avec une pièce pleine de spectateurs silencieux. Ma mère s'est précipitée vers sa fille, essayant de lui arranger les cheveux comme si ce simple geste pouvait d'une manière ou d'une autre annuler tout le désastre. Calme-toi, chérie. Tout va passer. Dis juste que c'était un malentendu. Manon a repoussé sa main. Un rare moment de résistance. Personne ne croit plus rien, maman. J'ai vu quelque chose dans les yeux de Manon qui n'était pas de la fierté ou de l'envie, mais du vide. Comme si toute son identité venait de s'effondrer, et qu'elle ne savait plus qui elle était. Un invité s'est levé et s'est raclé la gorge. Eh bien, nous nous excusons. Il semble que la famille ait besoin d'un peu d'intimité. Une autre voix a suivi. Désolée de dire ça, mais ce qui s'est passé ce soir est profondément troublant. Je me suis dirigée vers Thomas, qui avait tout observé avec des yeux calmes mais alertes. Il a incliné la tête vers moi et a demandé doucement, « Ça va ?» J'ai hoché la tête, plus clair que jamais. J'ai regardé autour de la pièce. Les mêmes personnes qui étaient autrefois des amis de notre famille regardaient maintenant Manon avec une incrédulité prudente. Certains médecins quittaient leur table, certains cadres faisaient semblant d'avoir des appels téléphoniques à passer, tous essayant de sortir de la gêne. Ma mère a essayé de retenir quelques invités avec de petites conversations du passé, mais ces mots n'atteignaient plus personne. Les yeux ont commencé à se tourner vers moi, non pas avec hostilité, mais avec reconnaissance. Ils me voyaient enfin. Après toutes ces années, ils voyaient que je n'avais jamais été l'ombre de ma famille.
Et Manon, la mariée du jour, n'était plus le centre. Elle n'était plus qu'un personnage dans une histoire que tout le monde croyait connaître jusqu'à ce que j'arrive. J'ai reçu un appel d'Antoine à exactement 2h13 du matin. La douce lumière ambrée de mon bureau était encore allumée car je venais de terminer la rédaction d'un rapport pour le Conseil régional de l'Ouest. Thomas et Clémence dormaient tous les deux. La maison était silencieuse, comme si le monde entier avait interrompu son bruit diurne lorsque l'écran s'est allumé avec le nom Antoine M. J'ai hésité. Je n'avais pas enregistré son numéro, mais mon système de contacts intelligents l'avait tout de même reconnu. J'ai décroché le téléphone, attendu quelques secondes, puis j'ai appuyé sur accepter. Bonjour. La voix d'Antoine ne ressemblait pas à son ton confiant habituel. Elle était rauque, basse, et il y avait quelque chose de presque fatigué. Désolé d'appeler si tard. Je ne savais pas qui d'autre contacter. Je me suis redressée, posant mon stylo. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de la famille de Manon, de leur clinique. J'ai trouvé des choses que je pensais que tu devrais savoir. Je suis restée silencieuse. Antoine a dégluti, puis a commencé à parler lentement, délibérément, comme si chaque mot avait été pesé. Après ce jour de mariage, je ne suis pas revenue. J'avais besoin de temps pour réévaluer tout, surtout certains anciens documents financiers que Manon m'avait donnés lorsque nous nous préparions à investir dans un projet de santé en Occitanie. Je prévoyais d'utiliser une partie de mes fonds propres pour soutenir une partie de la technologie, et comme cela impliquait l'Amora, j'ai commencé à passer au crible tous les dossiers connexes. J'ai légèrement froncé les sourcils. Continue. Il y a quelques comptes bancaires au nom de Manon, mais ils sont indirectement liés à la clinique de ses parents. Certains paiements d'assurance maladie montrent des signes d'être détournés ailleurs. Mon équipe d'audit a vérifié 2 fois et a trouvé plus d'une douzaine de réclamations signées sous le nom de FC, et l'adresse email correspond à l'une des tiennes. Je me suis levée brusquement, serrant le téléphone. Tu es en train de dire qu'ils ont utilisé mon nom pour signer des demandes d'assurance? Exactement. Ton nom, ton numéro de licence, même ton code d'employé. J'ai serré la mâchoire et me suis dirigée vers mon bureau, ouvrant mon ordinateur portable. Mais je n'ai jamais officiellement travaillé pour cette clinique. Je n'ai jamais signé de contrat. J'ai juste répondu au téléphone au lycée. Puis ils m'ont viré. Je sais, mais il semble qu'ils aient conservé tes anciens dossiers et les aient utilisés pour créer un employé fantôme dans le système de facturation. J'ai lancé le logiciel de documentation médicale que j'utilisais pour consulter les directives de l'assurance maladie. Les règles de vérification d'identité pour les signataires de réclamation sont apparues claires et strictes. As-tu trouvé autre chose? Ai-je demandé en essayant de garder ma voix stable. Au moins 5 factures d'hôpital portent une signature électronique à ton nom et 3 d'entre elles sont signalées pour des codes de diagnostic en double, ce qui suggère fortement une fraude. Ces factures remontent à entre 2015 et 2018. Je travaille actuellement avec un détective privé. J'ai figé. C'était exactement la période où je me donnais corps et âme pour jeter les bases de l'Amora. Je dormais dans ma voiture, je vivais de nouilles instantanées, je jonglais avec 3 emplois. Et d'une manière ou d'une autre, pendant ce temps, ils utilisaient mon nom pour siphonner de l'argent du système de santé même que j'essayais de réformer. As-tu des preuves? Oui. Et je t'enverrai tout. Je ne veux pas que tu sois prise entre 2 feux. Ils ont utilisé ton nom pour légitimer une série d'activités frauduleuses, et je soupçonne qu'il y en a encore plus. J'ai regardé par la fenêtre. Le lampadaire extérieur projetait les ombres des branches d'arbres sur le parquet. La pièce est soudainement devenue froide, non pas à cause de la température, mais à cause du poids de la vérité que j'entendais, confirmant enfin les doutes que j'avais enterrés pendant plus d'une décennie. Antoine a continué, sa voix stable maintenant, plus tranchante comme lors de notre première rencontre. Manon ne savait pas tout. On lui a donné un rôle, un masque, pour aider la famille à préserver l'image d'une clinique traditionnelle, mais elle était complice au moment où elle a choisi de rester silencieuse. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai marché lentement vers mon classeur personnel. J'ai sorti une petite boîte remplie de vieilles lettres et de fiches de paie de l'époque où je travaillais à temps partiel à la clinique. J'en ai trouvé une avec la signature manuscrite de mon père. Mon nom tapé sur une vieille machine à écrire.
Titre du poste, assistante administrative temporaire. J'ai respiré lentement, essayant d'empêcher la vague croissante d'émotions de me submerger. Veux-tu que je t'envoie d'autres choses, a demandé Antoine doucement. J'ai besoin de tout, les factures, les journaux de transaction, les captures d'écran si tu en as. Compris. Je te les enverrai par email crypté. Autre chose? Antoine a hésité un instant. J'envisage également d'informer les autorités. Je pense qu'elles doivent savoir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes yeux se sont posés sur la photo sur l'étagère. Moi, Thomas et Clémence lors d'un séjour en camping d'automne. Son visage radieux, les bras levés, tenant une feuille rouge comme un trophée. J'ai pensé à son avenir. L'avenir d'une enfant dont la mère devrait maintenant prouver son innocence dans des crimes qu'elle n'avait jamais commis. D'accord, ai-je dit enfin. Ils doivent savoir, mais laisse-moi être celle qui les contactera. Antoine a expiré. Merci. Je suis désolée d'avoir cru de mauvaises choses. Tu n'étais pas le seul. Nous avons raccroché. Je suis restée assise en silence un moment, mes pensées tourbillonnant encore. Mais dans la faible lueur de ma lampe de bureau, j'ai ouvert mon email et créé un nouveau dossier intitulé « Preuve ». Je savais qu'à partir de ce moment, je n'étais plus seulement une cadre de la santé. J'étais un témoin vivant de tout ce que le nom de famille avait essayé d'enterrer. Et cette fois, je n'avais aucune intention de rester silencieuse. Je n'ai pas parlé aux médias. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Je n'ai appelé aucun journaliste local. Même si je savais qu'avec un seul mot de ma part, toute l'histoire prendrait feu comme un feu de brousse dans un été du Sud. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi un chemin différent. Calme, délibéré et irréversible. Après l'appel avec Antoine, j'ai passé 2 jours à compiler tous les documents personnels liés à mon temps au cabinet familial Dubois, mon contrat de travail à temps partiel du lycée, des fiches de paie détaillées, des relevés bancaires de mon ancien compte, même un email de ma mère en 2014 qui disait « Ne mentionne plus jamais ce nom à la clinique ». Tout a été scanné et classé dans un dossier que j'ai intitulé « Chronologie de la falsification ». J'ai contacté mon avocate personnelle, maître Suzanne Dubois, une femme noire d'une 60aine d'années qui avait bâti sa réputation en remportant des procès civils impliquant la fraude en matière de santé. Quand j'ai tout exposé, elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Elle a simplement feuilleté lentement les pages, hochant la tête au fur et à mesure. Finalement, elle a dit, « Clémentine, vous avez fait les choses correctement, et personne, pas même ce système, ne peut ignorer les preuves que vous détenez. » Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de confirmation du bureau de surveillance de l'assurance maladie. Il m'informait que les dossiers que j'avais fournis étaient suffisants pour ouvrir une enquête formelle. Il était accompagné d'une note de gratitude pour avoir aidé à prévenir l'exploitation des fonds fédéraux de santé. Je ne me suis pas sentie soulagée. Je ne me suis pas sentie justifiée. J'ai juste eu l'impression d'avoir enfin posé une seule brique, l'une des nombreuses dont j'aurais besoin pour reconstruire quelque chose appelé justice. 3 semaines plus tard, le cabinet familial Dubois a été temporairement fermé. Un avis imprimé sur du papier blanc ordinaire, collé sur la porte vitrée, indiquait « Fermé en raison d'une enquête administrative ». Pas d'explication, pas d'excuses, mais toute la communauté savait ce qui se passait. La nouvelle s'est répandue rapidement. Dans une petite ville comme Chinon, une clinique familiale faisant l'objet d'une enquête pour fraude à l'assurance maladie, c'était comme un coup de tonnerre en plein midi. Les gens en chuchotaient dans les cafés, à l'église, à l'épicerie. Des patients âgés, des gens qui faisaient autrefois confiance à mes parents sans poser de questions, doutaient maintenant des prescriptions qu'on leur avait données, des examens de routine dont ils ne se souvenaient pas avoir eu besoin. Un ancien camarade de classe qui travaillait maintenant au bureau de santé publique de la ville m'a envoyé un message, les gens commencent à demander des révisions d'assurance remontant à 10 ans. Certains trouvent des doubles facturations pour des visites de suivi qu'ils n'ont jamais eues. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas interféré. Je savais que les choses allaient enfin dans la bonne direction sans que j'aie à me mettre en lumière. Un après-midi de mi-août, j'étais au bureau lorsque Sophie est entrée, le visage tendu. Il y a un agent fédéral du bureau de l'inspecteur général ici pour vous voir. Ils sont allés chez les Dubois ce matin et veulent vérifier les documents que vous avez soumis.
J'ai hoché la tête. Faites-les entrer. L'agent était une femme d'âge moyen en costume bleu foncé avec un badge indiquant bureau de l'inspecteur général. Elle était polie, mesurée dans ses paroles, mais ses yeux étaient d'une acuité redoutable. Je suis l'agent Dupont. Nous avons confirmé des signes d'abus à long terme des codes de facturation médicale remontant à 15 ans au cabinet familial Dubois. Nous devons vérifier la chronologie de votre emploi. Je lui ai tendu le dossier que j'avais préparé. C'est tout ce que j'ai. Je n'ai travaillé à temps partiel qu'entre 16 et 18 ans. Après cela, je suis partie et n'ai eu aucune autre connexion. Elle a feuilleté les documents, son expression illisible. Votre signature a été utilisée dans 36 dossiers médicaux entre 2015 et 2018. Vous n'étiez présente pour aucun de ces actes, n'est-ce pas? Je vivais à Paris à l'époque, suivant des cours à temps partiel, travaillant 3 emplois. J'ai des données GPS de mon compte Google, des reçus de loyer, des fiches de paie et des horaires de travail. Je peux les envoyer si nécessaire. Elle m'a regardé longuement, puis a fermé le dossier. Je ne pense pas que vous soyez celles qui doivent s'inquiéter. Je ne m'inquiète pas pour moi, ai-je répondu, regardant par la fenêtre. Je m'inquiète pour les patients qui leur ont fait confiance. Après la réunion, je suis retournée au travail. Nos partenariats avec la clinique Saint-Jean et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en étaient encore aux phases d'essais cliniques. La vie avançait, mais chaque matin, en parcourant les brèves d'actualité sur la santé, je voyais un petit titre en coin sur une clinique locale sous enquête pour fraude à la facturation de l'assurance maladie, affectant potentiellement des centaines de dossiers. Une ou deux fois, j'ai vu d'anciennes photos de mes parents figurant dans ces articles avec des légendes comme « une famille avec 3 générations d'héritage médical », mais plus personne ne célébrait. Plus personne ne faisait l'éloge du fier héritage. Je n'en ai pas parlé à Clémence. Elle est restée insouciante, occupée par ses devoirs, ses cours de danse classique et ses sorties le week-end avec ses parents. Mais Thomas savait. Il a été le premier à remarquer le regard lointain dans mes yeux au petit déjeuner. Le léger tremblement dans mes mains en feuilletant les dossiers chaque fois que je voyais un nom familier impliqué dans l'enquête. « Ça va ?» a-t-il demandé, sa voix douce comme la brise. J'ai levé les yeux lourds d'épuisement. Il décolle les couches d'un mensonge qui dure depuis presque 20 ans. Je pensais m'y être habitué, mais de le voir se défaire, ça me rend toujours triste. Thomas n'a rien dit. Il a juste tendu la main et a posé sa main sur la mienne. Chaleureuse, stable. Pas besoin de mots. Je ne cherchais pas à gagner. Je voulais juste que la vérité soit reconnue. Non pas pour ma propre fierté, mais pour les années où je suis restée silencieuse, pour les patients qui ont fait confiance aux mauvaises personnes. Et pour une fillette de 8 ans qui mérite de grandir dans un monde où la justice, aussi lente soit-elle, finit par trouver son chemin. Cet après-midi-là, j'étais dans le jardin arrière, portant des gants en caoutchouc et arrachant les mauvaises herbes autour des plants de tomates quand Sophie est sortie de la cuisine. Elle tenait une épaisse enveloppe de couleur crème, sans logo, sans adresse de retour imprimée, juste une ligne d'écriture manuscrite, si nette, si soignée, qu'elle m'a fait figer au moment où je l'ai vue, à Clémentine Dubois de Manon Dubois. Je n'ai rien dit, je ne me suis pas précipitée pour l'ouvrir. Sophie m'a tendu la lettre et est retournée silencieusement à l'intérieur, sachant que je n'avais besoin de personne pour m'interrompre à ce moment-là. J'ai retiré mes gants, séché mes mains sur mon jean, je suis entrée dans mon bureau, j'ai fermé la porte, baissé les stores et me suis assise à mon bureau avec l'enveloppe devant moi. J'ai longtemps regardé l'écriture avant de finalement glisser la lettre. À l'intérieur, il y avait une feuille blanche ordinaire. Pas de motif, pas de parfum, juste des lignes simples qui semblaient avoir été écrites après de nombreuses nuits blanches. Clémentine, je n'écris pas ceci pour me défendre. Et je ne demande pas ton pardon. Je veux juste que tu saches. Je me souviens de beaucoup de choses. Je me souviens quand j'avais 10 ans, tu es resté à la maison cet été juste pour m'aider avec la multiplication et la division parce que je n'arrivais pas à suivre en maths avancées. Je me souviens des nuits où tu m'as gardé du pain grillé de la clinique, même si tu n'avais pas dîné toi-même. Je me souviens comment tu me cachais le visage avec une serviette quand je pleurais à la clinique pour que personne ne me voie craquer. Puis un jour, ces souvenirs ont été remplacés. Un murmure après le dîner,
un hochement de tête de maman. Papa disant, tu devrais faire attention. Ta sœur n'est pas stable. Je n'ai pas compris pourquoi j'y ai cru, mais j'y ai cru. J'y ai tellement cru que j'ai commencé à t'éviter. J'y ai tellement cru que je me suis sentie en paix quand tu es parti. Et après cela, j'ai porté tes vêtements, me suis assise à ta place, accepté ta bourse et endossé le rôle de la fille idéale. Même si je savais que je n'étais pas assez bonne, je n'ai jamais obtenu de diplôme universitaire, je n'ai jamais rien géré. J'étais juste une ombre construite pour remplir l'espace que tu avais laissé. Et j'ai vécu dans ce mensonge assez longtemps pour oublier que c'était un mensonge. Je suis maintenant inscrite à un cours de formation d'assistante médicale dans un institut communautaire. Je ne suis pas sûre d'être douée pour ça, mais j'essaie parce que pour la première fois, je me vois, non pas comme quelqu'un d'autre, juste Manon. Plus le remplacement. Je n'attends rien de toi. Je veux juste que tu saches que tu n'avais pas tort. J'avais tort. Et je suis désolée, Manon. J'ai lu la lettre 3 fois, et chaque fois, elle ne m'a pas fait plus mal. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression que quelque chose de lourd à l'intérieur de ma poitrine se détachait lentement. Non pas parce que Manon s'était excusée, mais parce qu'elle s'était enfin appelée par son propre nom et le mien aussi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de fleurs, je n'ai pas répondu. J'ai discrètement appelé le service des ressources humaines de l'Amora Santé et leur ai demandé d'examiner les candidatures de stage des collèges communautaires. Toute candidature du programme de formation d'assistante médicale de l'Institut du Val-de-Sèvres, signalez-la pour un examen spécial, ai-je dit. Voulez-vous spécifier le nom du candidat, directrice, a demandé l'assistante. Non, je ne veux pas qu'elle sache que quelqu'un est intervenu, ai-je répondu. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un rapport des RH. Une candidate nommée Manon Dubois avait passé l'examen initial. La candidature était simple mais sincère. La lettre de motivation était courte. Pas de vantardise, pas de réalisation exagérée, juste une ligne qui m'a fait marquer une pause, je ne suis pas ici pour demander le pardon. Je suis ici dans l'espoir d'apprendre cette fois de mes propres mains. Je n'ai pas répondu, mais j'ai imprimé sa candidature, les soigneusement pliées et les remises moi-même au coordinateur des stages. Elle a besoin d'une chance, pas d'un traitement spécial, ai-je dit. Ne soyez pas trop facile. Ne soyez pas trop dur. Soyez juste. Cet après-midi-là, alors que je me tenais sur le balcon surplombant la cour de l'entreprise, j'ai vu un groupe de stagiaires marcher avec leur guide entre 2 immeubles de bureaux. L'une d'elles, sa silhouette familière, c'est pas stable mais sans hâte, était Manon. Elle portait l'uniforme bleu tendre des stagiaires, ses cheveux attachés, un carnet à la main. Pas de maquillage, pas de talons, pas de collier coûteux comme lors de ces vieilles fêtes de famille. Elle n'était qu'une des dizaines d'étudiants stagiaires marchant dans les couloirs de l'Amora. Elle ne m'a pas vue et je ne voulais pas qu'elle me voie parce que certaines excuses n'ont pas besoin d'être prononcées. Certaines blessures n'ont pas besoin d'être revisitées et certaines secondes chances ne sont pas destinées à réparer le passé mais à prouver que les gens peuvent grandir au-delà des ombres de ce qu'ils étaient autrefois s'ils sont assez courageux pour admettre qu'ils avaient tort. Je me tenais au 2e étage du centre des congrès de Lille, regardant la zone d'exposition principale où les stands médicaux s'ouvraient comme un jardin tentaculaire d'innovation. La lumière traversait le plafond de verre, projetant de longues ombres sur les panneaux d'affichage et les logos familiers des entreprises dont je n'avais lu qu'il y a 10 ans. Le stand de l'Amora était au centre, stable, discret, mais captivant. Nous ne nous vantions pas. Nous laissions les données et la technologie parler. J'ai observé le groupe de stagiaires distribuer des brochures, présenter des produits et noter les commentaires des invités. Ils portaient des uniformes bleu pâle, des badges sur la poitrine sous l'étiquette « Programme de stage cohorte 4 ». Je ne pouvais pas lire les noms d'ici. Je n'en avais pas besoin car parmi eux, j'ai repéré Manon. Elle ne menait pas. Elle ne traînait pas. Elle se déplaçait avec le groupe, discrète, droite. Elle a accepté une brochure d'une table partenaire, a hoché la tête poliment, a noté quelques lignes dans son carnet. Ses épaules semblaient plus ancrées maintenant, pas la silhouette tendue de quelqu'un qui garde une façade. C'étaient les épaules de quelqu'un qui essayait d'être elle-même. Lentement et sincèrement, elle s'est arrêtée devant un stand présentant l'IA dans les soins de santé, s'est penchée en avant et a posé une question au représentant.
Quand elle s'est retournée, son regard a frôlé le mien. Elle n'a pas bronché, n'a pas détourné le regard. Elle s'est juste arrêtée, a légèrement hoché la tête. Une salutation de loin qui ne demandait rien en retour. J'ai hoché la tête en retour. Pas de sourire, pas de mots, juste la reconnaissance silencieuse de notre présence dans le même espace sans amertume, sans pitié. J'ai regardé Manon sans ressentir cette douleur dans ma poitrine. Ce que je ressentais était quelque chose de plus proche de la paix. Pas tout à fait le pardon, pas l'oubli, juste la compréhension que parfois, pour grandir, les gens doivent parcourir une longue distance, même loin de ceux qu'ils aiment. Cet après-midi-là, je suis retournée au bureau principal à Paris. Sur mon bureau, il y avait une pile de dossiers attendant ma signature. J'ai ouvert la première page. Fondation Miller, bourse complète pour les étudiants sans soutien familial. J'ai longtemps regardé ce nom. Miller, mon nom de naissance, celui effacé des dossiers médicaux de la famille après mon départ de la maison. Le nom que j'avais un jour essayé d'enterrer parce que je pensais qu'il ne portait que l'abandon. Mais aujourd'hui, j'ai signé le document comme si je rendais quelque chose d'entier à la fille que j'étais. Combien de bourses prévoyez-vous pour la première année ? A demandé Suzanne au téléphone quand j'ai appelé pour confirmer. 20, ai-je répondu, traçant doucement la ligne de description avec mon doigt. Prise en charge complète. Frais de scolarité, livres, fournitures, logement si nécessaire. Et chaque étudiant aura un mentor personnel pour la première année. On dirait que vous réécrivez le programme que vous auriez souhaité avoir, a souri Suzanne. Ce n'est pas pour moi. C'est pour des jeunes comme moi. Personne derrière eux, personne n'attend, mais choisissant quand même d'avancer. Ce soir-là, je suis rentrée tôt à la maison. Thomas rinçait des légumes dans la cuisine, et Clémence s'affairait dans le jardin arrière avec un petit arrosoir. J'ai changé de vêtements, je suis sortie sur le porche et je me suis tenue sous le grand érable, celui que j'avais planté lors de mon premier automne après avoir acheté cette maison. Regarde, maman, a appelé Clémence en agitant la main. Les carottes poussent. Je me suis approchée, me suis agenouillée pour voir les minuscules pousses vertes sortir de la terre, fragiles mais droites. Clémence a mis ses mains en visière, me regardant, son regard pétillant. Maman, est-ce vrai que certaines plantes ont besoin d'être espacées pour pousser ? Parce que si elles sont trop proches, leurs racines se battent et toutes les deux s'affaiblissent. Je suis restée immobile un instant. Je me suis assise à côté d'elle, ajustant doucement une pousse tordue. C'est exact, ma chérie. Certaines plantes ont besoin d'espace pour vivre, tout comme les gens. Clémence a posé sa main sur mon épaule. Alors, si les gens ne restent pas proches, cela signifie-t-il qu'ils se détestent ? J'ai secoué la tête. Pas nécessairement. Parfois, la distance est le meilleur moyen pour chaque personne de trouver sa propre lumière. Certaines personnes, quand elles sont trop proches, ne peuvent pas respirer. Mais avec de l'espace, elles osent enfin devenir qui elles sont. Clémence a hoché la tête. Elle n'a rien demandé d'autre. Elle est retournée arroser, les yeux concentrés, son visage calme, comme si une question silencieuse en elle avait enfin trouvé sa réponse. Je suis restée là un peu plus longtemps, regardant le ciel ouvert. Le soleil descendait plus bas, projetant les rayons de fin d'après-midi sur la clôture en bois blanc et sur les pâles fleurs de lavande dans le coin du jardin. Je me suis souvenue du matin où j'étais partie de chez moi avec une valise usée. Personne pour me dire au revoir, pas de mots d'adieu, pas de promesses, et maintenant j'ai ma propre maison. J'ai une fille qui comprend que la distance ne signifie pas toujours la perte. J'ai une fondation qui aide les jeunes à ne plus risquer leur avenir sur la chance. Je n'ai plus besoin d'être mentionnée aux réunions de famille auxquelles je n'assiste plus. Je n'ai pas besoin qu'ils s'excusent en public. Et je n'ai besoin de personne pour dire que j'avais raison. Parce que ce calme, cette présence, moi debout ici aujourd'hui, menant une vie stable, heureuse et la mienne, est la réponse la plus forte à toutes les questions qui m'ont hanté pendant des années. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être diffusées pour être réelles. Certains chemins n'ont pas besoin d'un public pour être dignes. Certaines femmes n'ont pas besoin de monter sur un podium pour savoir qu'elles ont déjà gagné. Chacun de nous porte des souvenirs que nous avons un jour niés. Un chapitre que nous pensions, s'il était enterré assez profondément, ne ferait plus mal.
Mais comme des pousses sortant de la terre sèche, la vérité trouvera sa lumière. Elle grandit. Elle vit. Et elle nous rappelle que la seule chose que personne ne peut feindre est la force que nous avons tranquillement nourrie dans l'obscurité. Avez-vous déjà dû laisser partir quelqu'un que vous aimez juste pour vous accrocher à vous-même? Avez-vous déjà reçu des excuses qui sont arrivées trop tard? Ou peut-être êtes-vous celui qui essaie de arranger les choses? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous car peut-être votre histoire éclaire-t-elle le chemin de quelqu'un d'autre à travers une période brumeuse de sa vie. Si vous pensez que chaque chemin de renouvellement mérite d'être entendu, cliquez sur le bouton « Suivre ». Il y a d'autres histoires vraies et sincères sur les choix familiaux et le fait de grandir qui attendent juste après le bouton « S'abonner ». Parce que parfois, tout ce qu'il faut, c'est la bonne histoire au bon moment pour aider à guérir toute une saison de votre vie.